Aujourd'hui au squad, nouvel épisode en live pour la première fois au Marseille Boxing Club avec notre invitée du jour, Emma Gongora, combattante professionnelle en boxe anglaise. Oui. Je tiens tout particulièrement à remercier Landis parce que c'est lui qui nous a mis en contact, avec qui j'ai fait un épisode, l'épisode numéro 13, pour ceux qui veulent, un orthésiste-prothésiste sur Marseille. En tout cas, Emma, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Merci. Peux-tu te présenter rapidement à ceux Oui, qui ne donc te connaissent pas? tu m'as déjà bien introduit. Donc, je m'appelle Emma Gongora, je suis boxeuse professionnelle. Je m'entraîne ici au Marseille Boxing Club. Je suis ancienne kickboxeuse professionnelle où j'ai des multiples titres de championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Et en 2020, je suis passée en boxe anglaise. Et je ne sais pas si on va voir sur la vidéo, mais là, en haut, c'est mes deux ceintures de championne WBC francophone. Ouais. Donc, c'est tous les pays francophones au niveau mondial. Et du coup, voilà, je vais faire un prochain combat dans à peine 2 semaines, quoi, le week-end prochain, le 27 avril, à Marseille, au Stade Vallier. Trop cool. Et donc voilà, le boxe, c'est ma vie et je pense qu'on va plus en parler. Ouais, on va parler justement de tes transitions successives. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles en fait, parce que je sais que tu n'as pas toujours été combattante, et j'aimerais que tu nous parles en fait déjà dans un premier temps de ton premier souvenir avec le sport. Avec le sport, je crois que j'étais dans le ventre de ma maman du coup. Non, mes parents sont sportifs et du coup en fait ils m'ont inculqué tout ça dès petite. Je faisais beaucoup de cross, tu sais les cross-country, des trucs comme ça. Ouais. J'ai une bonne base d'athlétisme. Et avant le kickboxing, j'ai fait 6 ou 7 ans d'athlétisme. Et mes 2 ou 3 dernières années, j'étais athlète de haut niveau, donc sur les listes ministérielles, spécialisée en 400 mètres et 400 mètres haies. Et du coup, en fait, le sport, ça a vraiment, comme tu dis, le premier souvenir, ça a toujours réglé ma vie et j'en ai toujours fait. Et du coup, voilà quoi. Mais, et justement, ces deux sports qui sont quand même assez opposés, il n'y a pas de contact par définition en athlétisme. À quel moment justement tu bifurques sur les sports de combat et pour quelles raisons? C'était au final assez tard puisque j'ai commencé les sports de combat à seulement 19 ans. Okay. Et d'habitude, on voit toujours des personnes qui commencent assez tôt, tu vois, où ils ont toujours fait toute leur vie. Et au final, je pense qu'il me manquait ce truc au final de contact et puis de vraiment dépassement de soi plus en athlétisme. Bien sûr qu'il faut se dépasser, comme tout sport de haut niveau, mais il me manquait ce truc. Et quand j'ai découvert la première fois, parce que j'avais des amis qui faisaient de la boxe et puis l'athlétisme, ça faisait longtemps que j'en faisais. Il y avait un peu quelque chose de redondant qui ne me plaisait plus, donc je voulais passer à autre chose. Et dès mon premier cours, j'ai dit ok, ça c'est ce qu'il me faut. Parce qu'il faut ce côté discipline, ce côté persévérance, ce côté il faut serrer les dents parfois parce que c'est dur et il faut quand même y aller. Mais il faut écouter, il faut être alerte pour ne pas se prendre les coups en face et faire sa technique. Donc du coup, c'est très bon souvenir, mon premier cours de boxe, ça c'est sûr. Okay. Et justement, tu l'as dit, donc tu as un combat prochainement dans une dizaine de jours. Et à 19 ans, donc, tu découvres ce sport-là. Et finalement, si tu cherches au plus profond de toi, qu'est-ce qui fait que tu combats? Pourquoi tu combats? Ça c'est une question, je trouve ça vraiment difficile à répondre parce qu'il y a énormément de choses. Je combats pour des raisons internes, personnelles, tu vois, qui me touchent vraiment. Après, on va dire que je combats. La première raison, c'est pour me prouver à moi-même que je peux le faire. Tu sais, le côté compétitif, il y a des personnes qui peuvent le dire, oh, elle veut se comparer aux autres. Moi, je veux me comparer à moi-même. Et tu sais, il y a une phrase qui dit le pire ennemi, ton pire ennemi, enfin, tu es ton pire ennemi, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est vraiment vrai. On se met nos propres limites. Et en fait, moi j'ai envie de tout casser, comme s'il y avait une autre Emma à l'intérieur de moi qui a envie de casser les barrières et les frontières que je me mets à moi-même. Et donc du coup, c'est pour me prouver à moi-même que je peux faire les choses. Quand je passe des milliers d'heures au final d'entraînement, de discipline au niveau physique, mental, où je me bouge au niveau de la nutrition, etc. Tout est dur. Et du coup, en fait, je me dis c'est pas pour rien, il faut que je me prouve à moi-même que je peux le faire.
Ensuite, j'ai envie de prouver évidemment aux autres, j'ai envie d'intégrer mes parents qui sont avec moi dans ma team et qui comptent énormément pour moi et qui me permettent en fait de m'évoluer et d'évoluer comme ça. Donc je le fais pour moi, je le fais aussi pour les autres, ça c'est indéniable. Okay. Et j'ai envie de prouver que je peux être championne du monde et voilà quoi. Et justement, tu nous parles de tes parents, on a compris que c'était, ils étaient présents dès le départ dans ton implication dans le sport. Ouais. Aujourd'hui, ils ont quel rôle pour toi justement dans ta team? Dans ma team, donc, mon père a passé son diplôme de cutman, donc de soigneur pro, tu vois. Donc, il m'accompagnait déjà quand j'étais en kickboxing. Ouais. Du coup, il a voulu vraiment se professionnaliser et donc il m'accompagne tout le temps maintenant dans mon coin. Donc ça fait partie, il fait partie intégrante de mes hommes de coin. Okay. Et ultra important. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les soigneurs, les cutman, c'est les personnes. Donc c'est la personne qui va faire les bandages durs, les bandages professionnels, donc sous les gants pour les combattants pro. Mais aussi, c'est une partie infime, mais aussi c'est celui qui va s'occuper de soigner le boxeur pendant la minute de repos. Si on a des arcades ouvertes, si on a des bleus, si on a des bosses qui commencent à venir, c'est lui qui va prendre soin du boxeur pendant la minute de repos et potentiellement après le combat. Ok. Donc, justement, tu peux nous parler, quel est le format toi de ton combat Format combat, c'est des rounds de 2 minutes. Ouais. Et ça peut aller de 4, 6, 8, 10 rounds. Okay. En fonction s'il y a KO ou il n'y a pas KO? Non, non, c'est par rapport au format, si tu fais une ceinture. Okay. Tu vois, championnat du monde et championnats internationaux, style pour les ceintures WBC, Europe, etc. Et c'est en 10 rounds. Et moi, je veux être assez élevée dans les rounds pour travailler, continuer à travailler quand même haut. Donc là, mon prochain combat, ça va être en 8 rounds. Il n'y aura pas de ceinture, mais voilà, je choisis de faire un maximum de rounds, donc ça veut dire un maximum de temps dans le ring, d'expérience et de confrontation avec l'adversaire. Ok, trop cool. Tu as parlé de kickboxing. Effectivement, tu as eu plusieurs transitions successives dans les sports de combat. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents sport de combat que tu as pu pratiquer et pour quelles raisons en fait tu es passé d'une discipline à une autre jusqu'à arriver à aujourd'hui? En fait, j'ai commencé c'était dans un petit club en Ardèche qui faisait du full contact. Okay. Ça remonte loin, quand j'y pense, ça s'appelle aussi boxe américaine. Avec les pantalons, on devait mettre des kicks, mais au-dessus de la ceinture. Bref, moi je ne suis pas quelqu'un de souple, donc ça m'allait pas trop. J'ai fait 1 ou 2 ans. Et après, je suis passée au kickboxing, donc là, il y avait vraiment les coups dans les jambes. C'était beaucoup plus d'impact, beaucoup plus mal aussi. Et après, donc j'alternais kick et K1. K1, il y a les genoux aussi, donc c'est encore une autre discipline. On rajoute un coup et aussi c'est différent de la boxe thaïlandaise où on a des genoux, les coups de coude, etc. Donc j'ai fait full contact, kickboxing, K1 et après dans le K1 il s'est passé quelque chose, j'avais envie de faire une transition parce qu'avec mon club d'avant ça se passait plus bien, etc. J'avais besoin d'évolution, donc j'ai fait un virage à 180 degrés et je suis passée en boxe anglaise. Donc là on oublie les pieds, on a les chaussures, on n'est plus pieds nus et on n'en voit que les poings, mais au final très contente parce que j'arrive à me dépasser et à trouver mon bonheur comme ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté d'être passé par ces différentes disciplines que j'imagine c'est pas le cas de tous les combattants et combattantes de passer par diverses disciplines comme ça. Qu'est-ce que toi tu penses que ça t'apporte en plus par rapport à tes adversaires? Ça m'apporte une expérience de ring déjà. J'ai en kick, en pro, j'ai une 30aine de combats. Donc en amateur, je dois en avoir la même chose. Donc déjà, j'ai 60 rounds dans les pattes. Et puis j'ai des expériences au niveau du stress, parce que j'ai fait plusieurs ceintures dans des gros stades. Des gros stades, tu vois, comme le stade Vélodrome à Marseille. Il y avait parfois 6-7 000 personnes, une tension. Et donc tout ça, c'est appréhender le stress et un gros combat comme ça m'aide beaucoup en boxe anglaise. Parce qu'il y a de grosses échéances qui vont m'attendre. Et donc si on n'est pas préparé, au final, le stress, c'est quelque chose à appréhender. Il faut se préparer pour ça. Donc je dirais la gestion du stress et l'expérience. Ouais. Et est-ce que justement, tu as l'impression que le stress, tu l'as de moins en moins au fil de l'expérience? Et comment tu appréhendes justement
ce stress-là? Bah, le stress, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir. Après, comme on dit, il y a le bon et le mauvais stress. Ouais. Avant, j'avais du stress qui me coupait les jambes, je voyais un peu flou, je savais plus trop jeter parce que j'arrivais pas à le contrôler. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, et le stress devient un bon stress et devient comment dire, galvanisant et te donne encore plus de force, plus d'énergie. Et c'est ça qui est important, c'est au fur et à mesure quand on se met quand on sort de sa zone de confort, hors combat, par exemple en préparation, quand je vais à l'étranger me préparer et que c'est stressant, c'est pas dans mon club, c'est une nouvelle personne, etc. Et j'arrive à maîtriser ce stress et en combat, c'est comme si c'était la maison parce que je connais déjà cette sensation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. À s'habituer à être hors zone de confort. Okay. Et du coup, en fait, mon esprit est clair, je vois tout, je suis alerte et c'est vraiment plaisant. Ok, et du coup, quand j'aimerais en fait comprendre ce qui se passe dans ta tête quelques heures avant un combat en fait. Là, voilà, on sait que c'est quand même voilà, tu te fais attaquer par définition. Ouais. Et je pense que c'est relativement stressant. Davantage en fait pour quelqu'un qui est novice et qui ne connaît pas. Toi, tu as une expérience. Voilà, au fil des années, je pense que tu as acquis cette expérience et de savoir gérer tout ça. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant un combat? Quand j'arrive par exemple sur le lieu du combat, on rentre directement dans le vestiaire avec mon équipe. Il y a les bandages qui se font et là il y a la tension qui monte. Mais c'est vrai que j'ai une partie que quand mes bandages sont faits, c'est-à-dire que je suis prête pour combattre, c'est juste à mettre les gants. Okay. Je c'est un point d'ancrage pour toi. Les bandages sont faits, moi dès que j'arrive, il faut faire les bandages de suite. Okay. J'aime bien les avoir, je me sens prête parce que ça prend du temps quand même, tu vois, de les faire. Bon, ça prend pas 1 heure, tu vois, mais si voilà, appliquer, être tranquille, musique, on discute avec la team, etc. Il n'y a pas de stress, on fait les bandages. Une fois que les bandages sont faits, ça m'enlève un poids et là en fait je pense combat. Et là je suis un lion en cage. Je tourne. Et souvent, j'imagine que tu fais des galas. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et donc, du coup, tu as des combats qui sont successifs, mais tu ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas commencer le tien, parce que souvent, tu es dans les main events, dans les derniers combats. Il peut y avoir des KO, des trucs comme ça, etc. Et justement, comment tu gères ce temps-là où tu ne sais pas exactement quand est-ce que tu vas commencer, mis à part, on va dire, le combat précédent, où je pense que là, ça monte d'un step. Ça monte, exactement. Mais en fait, là, c'est spécifique quand il y a une télé qui rediffuse, qui diffuse en direct le gala. Là, ça va être sur RMC Sport. Okay. Donc, du coup, ça va être, je pense que ça va être un petit peu timé, même s'il y a des KO, ils vont, du coup, pallier à ça. Des documentaires, c'est ça, des choses comme ça. Mais sinon, parfois, oui, quand je passe la dernière, une fois je suis passée, il était minuit et demi. Ouais. Là, je t'assure que tu es dans le vestiaire, tu as envie, c'est bon. Allez hop, j'ai envie de dormir les gars. Et oui. J'ai envie de manger, j'ai envie de dormir. J'ai pas envie de taper une fille, quoi. et du coup, en fait, tu dois te tenir prête tout le temps. C'est-à-dire que tu dois un peu gérer ton échauffement articulaire, etc. Tu montes petit à petit, je veux dire, en pression et dans ton échauffement. Mais donc, tu as des phases où tu dois monter le cœur un peu rapidement. Voilà, tu t'échauffes, tu montes. Et après, tu fais des pics d'accélération. Tu mets les gants, tu révises les techniques. Après, tu te poses pour bien t'échauffer et que le cardio, une fois que tu es sur le ring, qu'il soit pas, que ton cœur n'explose pas d'un coup parce que tu t'es pas échauffé, quoi. Okay. Mais c'est vraiment difficile parce que tu as envie de t'échauffer, tu as envie de taper, mais pas trop. Mais enfin, il y en a qui se suréchauffent, tu vois. Et qu'après, sur le ring, tu les entends dans le vestiaire, ça tape. Et moi, quand ça tape fort et que je sais que c'est mon adversaire, j'allais dire, mais tape encore plus fort, vas-y, donne tout aux palettes, parce que tu n'auras plus rien sur le ring. Mais ouais, c'est difficile à gérer ça. Ok, c'est intéressant, tu vois, j'avais pas du tout cette notion. Tu pensais que ça se faisait non, mais en fait, c'est vrai que je pense que chaque combattant gère ça de manière propre. Mais effectivement, là, tu nous dis que toi, tu gères aussi cette montée en gamme, si je puis dire. Et c'est intéressant, effectivement, que toi, tu entends ta combattante. Ouais, les vestiaires, ils sont à côté. Et du coup, c'est vrai que ça rentre dans la préparation de ton combat. Tu as dit dans une de tes vidéos qu'un de tes meilleurs souvenirs, c'était ton combat au Canada.
Ouais. Et j'aimerais que tu nous dises en fait quels sont, pour toi, qu'est-ce que tu as appris comme ça sur la boxe outre-Atlantique? J'ai fait 2 combats au Canada. Ouais. Un au mois de septembre 2022. Bon, je remonte, hein, mais ça fait déjà, ouais, ça passe vite. Ouais. Où là, c'était, ouais, je parlais de lui, bon souvenir. Et après, un dernier, c'était au mois de mai 2023. Là, je reviens avec une défaite. Et j'ai eu, c'est dans une autre organisation. Ok. Et il y a le côté boxing business qui est rentré plus en compte que le côté boxing sport. Mhm. Prestations, donc voilà, c'était pas forcément un bon souvenir celui-ci, mais donc au mois de septembre 2022, donc ouais, en fait je suis arrivée, déjà c'était la première fois pour moi que j'allais déjà combattre et puis tout simplement traverser l'Atlantique, donc c'était vraiment génial. Et tu vois que c'était quelque chose de professionnel au niveau de l'accueil, Okay. au niveau de l'organisation et des personnes qui travaillaient au sein de l'organisation. C'est-à-dire que quand tu arrives le jour du combat, tu as les vestiaires, tu as énormément de personnes qui vont venir contrôler et faire des papiers de sécurité, etc. Tu as des choses à signer. En France, c'est un peu à la one again, tu vois. C'est pas vite fait, hein. Il y a sur des choses qui vont être hyper strictes, tu vois. D'autres, pas du tout. Enfin, c'est un petit peu aléatoire. Et donc, c'était un très bon souvenir puisque j'étais avec... il y avait mes parents qui ont fait le voyage. Donc, mon père est dans mon coin et ma mère, fervente supportrice, qui était au bord du ring, au bord de l'évanouissement tellement qu'elle était stressée. Et donc, avec mon coach de l'époque. Et du coup, tout s'est très bien passé. Les bandages, après on nous a appelés, tu vois, vraiment quelqu'un qui vient et son job c'est que appeler les boxeurs. Okay. Donc tu vois, c'est chaque personne a sa tâche à faire et donc il ne peut que la faire bien parce qu'il n'y en a qu'une, tu vois, et c'est spécialisé. Tu vois, là, pour le prochain combat, bah, tu vois, il n'y aura personne peut-être qui va m'appeler, enfin, je ne sais pas comment ça va être organisé. C'est un petit peu ça qui manque. Et puis, au niveau de tout ce qu'il y a autour, de l'accueil aussi. Je suis arrivée, j'étais française contre une Canadienne. Et j'ai été accueillie par le public canadien, mais c'était incroyable. Ils me tendaient les mains quand j'arrivais. Allez Emma, en plus tu vois, ils parlaient français. Ouais. Et donc je me suis sentie vraiment chez moi, quoi. Genre pas comme si c'était, on me huait, comme si j'étais à l'extérieur. Et donc après bon, ça s'est fait, j'ai fait un super combat. La fille en face vraiment. Elle était ensanglantée, je l'ai comptée une fois, tu vois, enfin je l'ai fait compter une fois, donc elle est tombée, elle s'est relevée. Vraiment, c'était vraiment trop bien. Et puis j'étais tellement persuadée au fond de moi que j'allais me faire voler, tu sais, ou que j'étais... je savais que j'avais gagné, tu vois, ça se voyait. Mais je me suis dit, putain, imagine, il me donne perdante parce que je suis à l'extérieur, oui. Ouais. Comme au foot, tu sais. Et là, il me lève la main. J'étais... trop contente. Et on voit ma team qui saute de joie parce qu'on était stressés et de par cette décision, et du coup éclatement de joie. C'était vraiment un très bon souvenir. Ouais. Et justement, tu parles de ces combats à l'extérieur ou chez toi. Là, tu vas boxer chez toi, à la maison, à la maison à Marseille. Et ça change quoi pour toi de boxer à la maison ou à l'extérieur? Mais c'est vrai qu'on l'entend souvent au foot, ça, non et moi, tu vois, c'est au foot que je comprends pas, mais ça change quoi Ok. Mais en fait, à la boxe, il y a des promoteurs qui régissent, on va dire, les combats. Les promoteurs, c'est les organisations. Ouais. Du coup, qui mettent des soirées en place, des soirées de gala. Et du coup, parfois, l'organisateur va payer les référés, les officiels, les arbitres, etc. Et ça peut potentiellement, là vraiment je dis au conditionnel, ça peut potentiellement influencer leur décision. Okay. Quand il y a quelqu'un qui te paye, forcément, tu as envie de l'arranger. C'est inconscient, on n'est pas une machine. Oui. Et tout le monde aurait cette tendance. Okay. Et du coup, si une grosse organisation comme il y a en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, etc., je savais que si j'allais là-bas,
eh ben, il fallait vraiment que je marche sur la fille. Marcher dessus, c'est vraiment genre la faire compter, qu'elle soit saignée, vraiment être agressive. Et, soit vraiment au-dessus, voilà, qu'il n'y ait pas de discussion possible. Il faut que ma performance soit vraiment au-dessus de la sienne. Et au final, pour mon dernier combat, c'est ce qui a un peu péché, tu vois. C'est-à-dire que l'arbitre était beaucoup plus en faveur de mon adversaire. Elle mettait des coups derrière la tête. J'étais vraiment, il y a des images, c'était un truc de fou, tout le monde le voyait, ça huait dans le public et il disait rien. Enfin, il y avait énormément de choses, tu vois. À un moment, elle est tombée, elle m'accroche la jambe. Qui fait ça? Enfin, bref, mais j'aurais dû performer beaucoup plus. Enfin, je ne dis pas, voilà, elle a fait son job. Moi, j'aurais dû faire mon job encore plus haut. Et c'est ça qui pêche. C'est ce côté arbitrage, avantage qu'on peut avoir. Et puis aussi, tu es en dehors de ta maison, c'est-à-dire que tu voyages. Là, il y avait 8 heures de décalage. Je suis arrivée le jour de la pesée. Alors que tu dois arriver normalement le nombre de jours qu'il y a de nombre d'heures de décalage. C'est-à-dire 8 heures de décalage, je dois arriver 8 jours avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et donc là, c'était pas du tout le cas, j'étais défractée. Tu as la nourriture, en plus, il y a le côté poids. Ouais. Donc il faut se peser, qu'est-ce que je vais manger avant la pesée, après. Tout ça qui rentre en compte, c'est pas fameux, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au-delà du décalage horaire qui est un fait, hein, c'est des conseils d'ailleurs. J'ai interviewé le docteur Pierre Broussin qui est un docteur spécialisé dans le sommeil et qui nous donnait exactement ce conseil. Je ne savais pas si c'était un mythe ou pas, mais visiblement non, c'est un le nombre de jours avec exactement pour vraiment t'adapter au pays où tu es et d'un point de vue physiologique. Mais effectivement, il y a d'autres choses. Il y a la nourriture, il y a l'eau, il y a la literie qui va changer. Il y a tout l'environnement en fait qui va changer et qui peut en fait avoir un impact assez important et surtout dans un sport qui est un sport avec pesée, quoi. De catégorie, et c'est ça, c'est vrai que c'est un peu le stress. Oui, parce que forcément, moi je suis dans une catégorie, il faut que je perde un petit peu. J'ai pas des gros cuttings à faire. Mais quand même, c'est quelque chose que voilà, je me dis, je vais me déplacer, ok, nourriture, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et puis, tu vois, c'est pas l'organisateur, si c'est eux qui bookent ton arrivée, et ils savent, ils vont pas se préoccuper de s'il faut que tu manges bien ou pas bien. Ils vont pas te prendre un Airbnb avec une petite cuisine. Il faut que tu cuisines toi-même. Non, ils vont te prendre l'hôtel perdu. Il faudrait que tu loues un taxi pour aller chercher de la nourriture, revenir, tu vois, pas optimal. Donc ça, tu vois, c'est des petits trucs, tu vois, un détail plus un détail, ça fait, ça fait beaucoup après. Du coup, toi, ça te fait un peu monter la pression quelques jours auparavant, et alors que si tu étais chez toi, ça serait complètement différent. C'est ça. Okay. On en a parlé un petit peu en off, mais avant d'être boxeuse, tu es une entrepreneuse, tu fais plein de choses. J'aimerais que tu nous parles en fait un peu de ta stratégie de carrière. Parce qu'on le sait, hein, c'est un sport où l'argent ne coule pas forcément à flot. Donc il faut trouver des stratégies, du sponsoring. Voilà. Qui est Emma Gongora en dehors, on va dire, de la boxeuse sur le ring? Mais je vais commencer chronologiquement. Moi, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre un peu le cheminement. Dès que j'ai commencé ma carrière professionnelle en kickboxing, je me suis dit qu'il fallait que je travaille avec des sponsors. Donc avec des entreprises que je connaissais d'ailleurs au début, parce que c'est toujours compliqué d'arriver vers une entreprise inconnue. Donnez-moi de l'argent s'il vous plaît, j'ai un super projet, soutenez-moi. Donc j'ai commencé par des entreprises que je connaissais. Et ensuite, je me suis créé sur Marseille un réseau professionnel de par mes performances au final sportives. C'est vrai que quand on a une performance, quand on performe sportivement, on a des opportunités qui arrivent, à nous de les saisir ou non. Et je les ai saisies. Du coup, je me suis fait un réseau professionnel, donc ça demande du temps, de l'investissement, à aller discuter, savoir se vendre, ce qui est hyper compliqué au début, je n'y arrivais pas du tout. Bonjour, vous vous présentez, bonjour, je suis Emma Gongora. Voilà, je ne parlais pas de boxe ou quoi que ce soit, donc là, apprendre à se vendre comme on était un produit, mais c'est un produit, c'est pas dévalorisant, au contraire. Oui. Il faut se mettre un peu sur un pédestal. Oui, parce que tu mets en valeur ton partenaire. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du sponsoring seulement,
c'est non, une création, une collaboration, de mutuelle. partenariat, ouais, exactement. Et donc du coup, j'ai travaillé ça avec plusieurs sponsors qui au début me permettaient de pallier à des dépenses que j'avais autres quand je partais seule. Au début, je partais seule en camp d'entraînement, où j'avais l'achat de l'équipement, de compléments alimentaires, etc. Et j'étais payée par l'organisateur qui me faisait combattre. Ensuite, donc, j'ai arrêté de travailler quand je suis devenue championne d'Europe. Okay. Et donc, je voulais devenir championne du monde. Donc, cette année-là, j'ai arrêté et ça a payé. Et donc, j'ai encore ouvert, on va dire, mon panel de sponsors et de collaborations. Donc ça en kickboxing. Et ensuite, pendant la transition kickboxing, comment ça s'appelle, boxe anglaise, je faisais des coachings où je me suis mis à mon compte et je me suis formée dans le coaching de boxe. Okay. Puisque voilà, les gens venaient plus, oui, j'étais boxeuse, ils venaient directement pour moi là-dedans. Donc j'avais ouvert mon auto-entreprise. Et ensuite, donc, ça me prenait énormément de temps, énormément d'énergie. Et donc j'ai arrêté le coaching personnalisé. Et donc j'ai ouvert en 2022 mon auto-entreprise, mais j'ai créé une marque qui s'appelle Carré Cordé. Donc c'est une marque de fourniture de bandages professionnels pour les soigneurs Cotman, comme je te disais. Ouais. Donc ils ont besoin de tout le matériel pour faire les bandages professionnels et aussi outils du soigneur, c'est-à-dire des cotons-tiges, des bandes de gaz, des stops saignement, des bassines, tout ça. Et ça n'existait pas au niveau national et on allait tout le temps à l'étranger. Et du coup, il y avait une demande énorme, mais il n'y avait pas d'offre. Du coup, je me suis dit, ok, personne ne le fait, donc moi je vais le faire. Tu vois, c'est un peu comme dans la boxe, tu vois, c'est ce côté débrouillardise que voilà, j'ai besoin de ça, je regarde un peu autour de moi, personne ne le fait, je vais le faire moi. Et il y a aussi donc, un autre point, donc là ça marche tout du long, voilà, on est en 2024 et cette marque au final je la développe avec mon image de boxeuse actuelle et toujours en activité, donc ça c'est aussi une part de marketing, tu vois, comme tu disais, ma stratégie. Ouais. En fait, cette marque je me mets en avant pour développer, pour faire parler de moi et puis de la marque et puis aussi faire parler mes contacts dans le milieu du sport de combat. Donc on se développe en kickboxing, en boxe anglaise, en MMA et en boxe française. Okay. Et on travaille beaucoup avec des cutman, etc. Donc ça c'est aussi un gros projet à gérer au quotidien en plus des entraînements. Et aussi j'ai un autre côté entrepreneur, c'est que j'ai dû organiser et autofinancer mon dernier combat, entre autres. Okay. C'est-à-dire que mon dernier combat c'était en octobre 2023. Donc la dernière ceinture que j'ai pris là pour WBC francophone. Ouais. Et donc du coup pour ce combat j'ai dû sortir 20 000 €, ce qui est énorme parce que je ne me suis pas rémunérée. C'est-à-dire que quand on autofinance un combat, l'organisation fait un gala, mais il n'a pas assez d'argent pour financer mon combat. Ouais. Moi je voulais absolument cette ceinture parce qu'il allait m'ouvrir d'autres voies, d'autres routes, opportunités. Ouais. Et du coup je lui ai demandé est-ce que moi je finance tout, est-ce que tu m'intègres, est-ce que tu me laisses sur la carte? En fait juste il me laisse, ok tu combats de telle heure à telle heure. Okay. Et après moi je gère, bon il a été ultra gentil, il m'a aidé sur plein de choses, réservation des hôtels, etc. Et dans ce combat ce qui était difficile c'est que à gérer c'est pour une ceinture. Donc qui dit titre dit achat de la ceinture, dit taxe fédérale, dit officiel et arbitre différent de la soirée. Spécifique WBC, donc un coup il y en avait un qui venait de Belgique, un de Hollande, un de France. Okay. Il fallait que j'en fasse venir 4, que je les loge du jeudi au dimanche avec nourriture. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est toi qui as organisé tout le combat. Ouais, okay. Pas la soirée, hein, le combat. Et là, ma mère prend une part aussi importante puisqu'elle m'a aidée dans l'organisation de ça, à gérer tous les va-et-vient, les mails, etc. Pendant que moi, je m'entraînais, j'essayais de m'entraîner dur, de faire les sparring, de gérer la marque, de perdre mon poids. Les sponsors, oui. les newsletters, les tenir au courant, les invités, les machins. C'était vraiment un travail. On comprend bien que c'est un travail 24/24. C'était un taf, mais il y a plusieurs postes dans. C'est pas seulement, si ce n'est que ça te prend déjà beaucoup de temps dans ta semaine, c'est pas seulement être sur le ring et t'entraîner.
Et donc, du coup, je suis vraiment très fière d'avoir fait ça parce que c'est compliqué, mais j'ai la chance d'avoir des sponsors qui sont avec moi et qui me soutiennent et qui, en fait, j'ai réussi à les fédérer, à les amener dans ce projet. Donc, eux aussi, ils croient que je peux toucher le bout du monde, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, qui est le plus important, c'est de fédérer autour de soi et de raconter une histoire. C'est de dire, c'est pas seulement aller vers une entreprise, dire j'ai besoin d'argent, voilà, il faut 500 €, 1000, 2000, 5000 pour faire un combat, voilà, parce que je veux gagner ma vie. Non, vu qu'il faut raconter une histoire, il faut les fédérer. Et moi, je sais que mes sponsors, ils sont à fond derrière moi, quoi. C'est une grosse team, quoi. Et donc voilà, j'ai un gros côté entrepreneur et qui régit ma vie en plus de la boxe. Ok, ouais, c'est top. Et puis en fait, il y a les vases communicants qui se font. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est peut-être que mon avis personnel et tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent à ce sport, qui viennent globalement dans les sports de combat. Et en fait, je me posais la question, en fait, même au niveau des plus jeunes, des enfants, adolescentes, qu'est-ce que toi tu dirais à ces jeunes filles qui peut-être ont envie mais ne savent pas exactement si c'est fait pour elles, si c'est bien, de se lancer, tu vois. etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes filles? Je leur dirais en fait que leur place est où elles se trouvent. Ouais. C'est-à-dire que personnellement, je me suis jamais posé la question, peut-être de par mon éducation, tu vois, mes parents m'ont dit voilà, ils m'ont mis à l'aise dans des endroits, je me suis jamais posé la question dans une salle de sport, tu vois, de muscu pur, tu vois. J'aime me regarder autour de moi, non, je faisais ce que j'avais à faire. Et que ce soit en boxe, pareil. Je veux dire, ils m'ont conforté dans cette logique de, voilà, où tu te trouves, tu as ta place. C'est pas, je veux dire, c'est même pas de poser la question, quoi. Tu vois, pour moi, c'est difficile de répondre à cette question parce que je me dis, attends, mais on peut se poser cette question-là. Ouais. La femme, elle ne doit pas se poser cette question. À l'heure actuelle, maintenant, il y a tellement de choses qui sont faites pour la femme, pour qu'elle se sente bien, etc. Dans une salle de sport, dans une salle d'escalade, plein de trucs. Et il y a des clubs comme le MBC, comme celui-ci, où la femme, elle a toute sa place. Et on en voit de plus en plus en loisirs, etc. Et je pense qu'il ne faut pas se poser de questions pour les jeunes filles et jeunes femmes. Y aller. Si vous avez envie de faire quelque chose sportivement ou pas, oui, bien sûr. Il faut se lancer et être sûr de ce que vous voulez faire, quoi. Il n'y a pas les seules limites, comme on disait au début, c'est celles qu'on se met nous-mêmes. Et voilà, là c'est vrai que par exemple hier il y avait une fille qui me suivait sur les réseaux et elle me dit voilà je me suis inscrite parce que j'ai vu tes stories et tout. Donc tu vois ça, je me dis ok ça c'est une victoire quoi. C'est puissant, ouais. C'est puissant, je veux dire la fille, elle a regardé les stories, elle se dit ok, elle a peut-être trouvé une inspiration, une motivation et du courage. Et donc du coup elle s'est inscrite à ma salle de boxe. Ça c'est génial. S'il faut trouver une inspiration, allez-y. Oui, j'imagine que c'est vachement galvanisant et il y a de la reconnaissance par rapport à ça. Oui. Ouais. Si je peux apporter du courage ou si je peux... franchement, allez-y quoi, go. Okay. J'ai pas d'autres conseils. Non, mais c'est déjà un super conseil. Je voudrais revenir un peu sur ce dont on parlait avec le Canada parce qu'il y a quelques mois de ça, là il va y avoir les JO d'ici quelques mois. Oui. Et il y a quelques mois de ça, il y a eu pas mal de remarques, et notamment de Florent Manodou, qui a dit qu'on avait de grands champions en France, mais que la France c'était pas une nation de sport. Ouais. Toi qui as un peu voyagé, je sais aussi que tu as fait des camps d'entraînement, merci, à l'étranger. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je suis totalement d'accord avec Florent. C'est vrai que c'est exactement ça. On a des grands champions et on voit partout en fait que les champions, que ce soit dans toutes les disciplines, bon, je parlais plus particulièrement en boxe, et il y a très souvent les grands champions s'entraînent à l'étranger. C'est quand même hallucinant quand même, on n'arrive pas à les garder ces gars. Moi je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé le MBC, d'avoir trouvé cette équipe qui a investi et qui s'implique autant pour qu'on aille un peu chercher ailleurs les opportunités de sparring, chercher le haut niveau un peu partout, pour le moment en Europe, mais plus tard ça sera au niveau mondial. Et qu'on sorte un peu de ce noyau national, chercher un peu les talents qu'il y a ailleurs et le ramener ici en France.
Mais je peux donner des noms, Milan Pratt, Christian Mbili, qui est parti au Canada. Il y a un promoteur canadien qui l'a signé. Ok. Pourquoi il n'y a pas de promoteur Et donc je crois, il est adulé par les Canadiens, il est considéré comme Canadien. Putain, mais il est français, on n'arrivait pas... on n'est pas arrivé à le garder. C'est quand même... c'est fou, je pense qu'il y a tout à refaire. C'est vrai que dans le milieu boxe, dans le milieu sportif, et là plus particulièrement je vais parler de la boxe, tout est associatif, c'est-à-dire que tous les clubs sont associatifs. Et ils font les coachs, qui sont bénévoles pour la plupart, font un travail exceptionnel puisque après leur travail de 37 heures, 38 heures, 40 heures, je ne sais pas combien ils font, ils vont le soir, parfois tous les jours, parfois 2-3 fois par semaine, en plus des week-ends pour les compétitions, donner des cours à des personnes et ils ne sont pas payés. Alors, je trouve ça, moi je dis tout travail mérite salaire. Ça t'implique, ils font des sacrifices énormes, financiers, de leur famille. Même physiquement, quoi. C'est fatigant, quoi, s'impliquer autant. Et ils n'ont pas cette reconnaissance. Et je pense que tant qu'on n'a pas professionnalisé ce côté boxe, mais ça part de la base, des clubs qui se professionnalisent et qui montent en tant qu'entreprise, voilà, vraiment payer les coachs, payer les prestataires. Et les boxeurs, à la fin, in fine, ils ne seront pas payés. L'argent doit tourner et on doit obligatoirement investir pour recevoir. Donner pour recevoir, ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose de concret et d'applicable à tout milieu. Et, donc je pense qu'il y a un vrai problème là-dedans, je pense qu'il faut partir de la base. Ouais, je suis assez d'accord. Les salles de mairie, bon, après je parle à boxe, mais dans tous les sports ça doit être ça. Oui, clairement. Donc au final, le coach, il en a marre si le week-end il n'a pas envie de t'accompagner parce qu'il a mis à sa fille. Mais il a raison. Il n'est pas payé pour ça. Du coup, toi tu y vas tout seul. Et moi ça m'est arrivé parce que j'ai combattu avec parfois pas de coach ou mon coach qui même coachait pas pour la préparation d'un combat, etc. Donc du coup je sais vraiment de quoi je parle et donc t'es boxeur et t'es tout seul. Et tu dis t'as qu'une envie, moi mais combien de fois je me suis dit en fait je pars à l'étranger, quoi, je me barre. Et c'est pour ça que je faisais déjà toute seule des camps d'entraînement où je partais à l'étranger et je voyais des trucs et je revenais en France peinée, quoi. Ouais, mais ça rejoint un peu, tu vois, j'ai échangé avec François Maubert qui est un physiopodologue, préparateur physique qui est du côté de l'Île-de-France. Et lui, il travaille avec beaucoup de fédérations dans les sports de combat. Et bien souvent, c'est lui qui paye son billet d'avion quand il faut partir en tournoi, en camp, etc. Et en fait, c'est un investissement énorme parce qu'effectivement, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il n'est pas avec les siens, il ne travaille pas au sein de sa structure. Mais il pose des jours dans sa structure. Exactement. C'est le monde à l'envers. Et c'est le monde à l'envers, alors que c'est quelqu'un qui est ultra compétent. Donc en fait, ça se retrouve effectivement à tous les niveaux, staff technique, athlètes, etc. Et c'est compliqué. J'ai travaillé au mois de novembre donc à Paris où j'étais avec une équipe de basket universitaire américaine. Et en fait, c'était la première rencontre pour ouvrir la saison de basket universitaire féminin. Et en fait, donc, il y avait l'équipe de Notre-Dame américaine contre l'équipe Sud-Californie, Carolina, pardon. Et du coup, en fait, j'étais avec leur staff, etc. Et au niveau sécurité. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'eux, ils ne jouent pas. En fait, c'est leur job. Il y avait tellement de staff. Les filles étaient c'était combien? C'était 10, 12 filles, parce que bon, en basket, ça change beaucoup. Et le staff, c'était 2 fois plus. 2 fois plus. Le kiné, la personne qui va les échauffer, la personne qui va seulement ouvrir les bouteilles ou la personne qui va faire seulement les straps, les coachs, il y en avait 3-4. Et tout le monde avait son job. Chacun a sa partition. Et c'était incroyable, les filles étaient remontées à bloc. Tu vois que c'était carré, quoi. Mais en boxe, on est loin de ça. C'est malheureux, quoi. C'est peut-être le futur. Et justement, donc on a parlé de tes objectifs à court terme avec ce combat qui arrive prochainement. Et quels sont tes objectifs justement à plus long terme? Boxe ou hors boxe? Boxe, j'ai envie de combattre là assez rapidement après, mois de juin. Fin juin, j'aimerais bien. On va essayer de gratter un titre, vraiment un combat qui va, un gros step-up.
pour que l'objectif 2025 il se passe quelque chose de bien grand, de bien solide. Voilà, il n'y a rien d'officiel, hein, c'est vraiment c'est nous des souhaits avec mon coach qu'on essaye de placer, tu vois, un peu les pions comment nous on souhaiterait, mais il peut se passer plein de choses. En un mois, la boxe peut tout changer, etc. Donc on fait pas au jour le jour, on essaye de voir un petit peu à long terme comment on aimerait, mais on s'adapte au fur et à mesure. Mais voilà, après, je pense que 2025, voilà, c'est l'objectif final. Et après, potentiellement, j'ai 30 ans, j'aurais envie de passer après à autre chose après 2025, quoi. Ok, tu te vois être jusqu'à 32, 33 ans, pas plus. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai que tu n'as peut-être pas posé la question, peut-être tu l'as pensé, mais tu n'as pas posé jusqu'à quand on peut faire de la boxe. Ouais, d'une certaine manière. Une femme, après, pour un homme, après, il n'y a pas vraiment de limite. Tu vois, il y a des filles qui ont, des femmes qui ont 40 ans, tu vois, elles sont toujours sur le ring. Elles ont eu potentiellement ou pas une vie avant, style elles ont eu des enfants ou des trucs comme ça. Et elles ont envie de remonter sur le ring. Moi, c'est pas mon cas, j'ai envie de faire tout ce que j'ai à faire en boxe maximum, le plus loin que je puisse. Et ensuite, après, faire une autre vie. Commencer, je le dis, ça a commencé ma deuxième vie. Ok. Et parce que là, c'est vraiment une vie de boxeuse. Je fais boxe. Bon, après, j'ai un côté entrepreneur, mais ça reste dans le milieu de la boxe. Et après, j'aimerais vraiment développer mon côté entrepreneur. Ok. Toujours dans le milieu de la boxe. Oui. Je pense que ma vie tournera toujours autour. Puisque c'est indéniable, c'est quelque chose qui est maintenant ancré en moi et ça me manquerait, tu vois. Mais il y a tellement de choses à faire, niveau organisation, niveau management, tout comme ça, je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup de choses à faire et j'ai envie de rester impliquée là-dedans. D'accord. Ouais, tu as beaucoup d'idées, mais pour le moment, c'est pas super. Ouais, j'ai pas envie d'y penser parce que. Oui, tu es focus dans tes projets. C'est ça. Ça me paraît logique. Emma, je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive, celle avec Elandise qui m'a amené à toi. Oui. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Oh, punaise. Coupé, il voulait 2 minutes pour que je réfléchisse. Réfléchis. Non, en fait, ça va être du coup pratique. J'aimerais bien voir Maxime, mon préparateur physique et kiné, qui m'accompagne depuis peu. Et au final, je l'ai rencontré parce que j'avais du coup des blessures. Et du coup, j'avais pas de kiné pour me réhabiliter, faire toute cette procédure-là. Et aussi, c'est un adhérent du Marseille Boxing Club, donc il connaît les entraînements que je fais, il connaît la structure, il connaît aussi, on a partagé un peu avec lui sur mes objectifs. Et du coup, je pense qu'il a énormément de choses à apprendre. C'est quelqu'un qui cherche à toujours s'améliorer, à chercher le pourquoi du comment. En boxe, je lui ai donné des complications, je lui ai donné des points que je voulais travailler et avec des contraintes. Et du coup, il a dû s'adapter dans ma prépa. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose que lui rendre l'appareil. Carrément. Max, la passe si tu nous écoutes. La passe est, c'est sûr qu'il nous écoutera, je sais que c'est un fidèle auditeur, notre gars Max. Mais justement, tu disais que donc, tu étais accompagné par lui en kiné. Auparavant, tu n'étais pas forcément suivi à ce niveau-là? Si, j'avais un kiné, mais c'était pas un suivi, tu sais, comme on peut faire, par exemple, je prends l'exemple du foot, tu sais, où il y a un kiné qui suit l'équipe ou qui suit, tu vois, le joueur, un kiné attitré. J'avais un kiné, où je l'appelais quand lui était dispo, quand moi j'étais dispo, c'était un petit peu compliqué. Il n'arrivait pas forcément aussi à se trouver dans nos emplois du temps, et puis lui, il avait des choses à faire. Il suit d'ailleurs mon ancien kiné suivait des footballeurs pros, donc forcément en déplacement, et c'était pas j'en voulais un sous la main, tu vois, quand tu es athlète de haut niveau, au final tu cherches quelque chose et quelqu'un qui soit là, pas tout de suite quand tu veux, mais limite, malheureusement c'est un peu ça, parce que tu as une blessure, hop, c'est maintenant qu'il faut la traiter, tu as mal quelque part, c'est maintenant qu'il faut la traiter, donc voilà, et c'est pour ça qu'avec Max ça se passe super bien. Trop cool. Emma, je te laisse le mot de la fin. Devenez votre propre inspiration, les gars. J'aime beaucoup cette phrase.
C'est pas, j'aime pas le mot influencer, etc. Mais inspirer. Moi, je trouve mon inspiration autour de moi et du coup, j'ai envie d'inspirer les autres et du coup, aux autres de devenir leur propre inspiration. Trop cool. Merci Emma. Merci à toi. Merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée, surtout si tu viens de la part d'Emma. Pour les autres fidèles auditeurs, je vous encourage à mettre en valeur le podcast, le travail d'Emma, en mettant une review, ça aide à crédibiliser le podcast et puis à mettre en valeur des sportifs comme Emma. Nous, on se retrouve 2 mercredis par mois à 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force! Oh, Génial! Trop bien!